Donc déjà, je tenterai déjà de rétablir la petite anomalie sur le, comment dire, sur le thème à poser de ce soir. Ça ne sera pas le mouvement Moussard, mais ça sera la figure de la Scala. Donc on va parler de Moses Mendelssohn. Donc nous allons inscrire le cours de ce soir dans cette continuité de la modernité. À savoir, je m'explique, nous avions évoqué au XIXe siècle, le mouvement Moussard s'était intéressé à la partie du prisme de la raison, à savoir qu'ils entamaient de nombreuses réformes éducatives pour dépoussiérer, si je puis dire, l'archaïsme de la tradition. Donc on va se situer un siècle antérieur au XIXe siècle, donc au XVIIIe siècle, l'accent est prôné sur la raison et non sur le perfectionnement du développement du genre humain. Nous avions évoqué précédemment que la Scala prenait l'accès à la citoyenneté des Juifs. Donc, la figure précédente se trouvera être le chef de file du mouvement, qui notamment vouera sa fidélité dans la Aufklärung allemande. Nous avions rappelé que c'était les Lumières, concrètement les Lumières allemandes du XVIIIe siècle. Donc de ces Lumières allemandes prendra naissance la Haskala. Donc on rappelle le terme qui signifie illuminer. Donc pour eux, la vertu s'acquiert par l'éducation, alors que pour Salanter, nous rappelions que la vertu était une vérité déjà en soi qui tenait qu'à dévoiler. Nous verrons par la suite que Mendelssohn partira de ce constat, mais en s'appuyant non plus sur la crainte de Dieu, sur la crainte divine, mais sur la raison pure. Donc, pour rappeler le contexte historique brièvement, donc, que nous situons dans le royaume de Prusse, qui est morcelé en raison des partages sous le règne de Frédéric II, nous observions précédemment que le rapport s'était décentralisé. Je m'explique. Concernant la richesse du savoir résident, nous l'avions évoqué au XIXe siècle dans le bastion des études talmudiques. Or, au XVIIIe siècle, c'est Berlin qui incarne la figure par excellence de la raison et de la conciliance avec la religion. Donc, depuis 1701, Berlin devient le centre des Lumières allemandes et juives. Il est le théâtre des dialogues intellectuels au sein des cercles berlinois. Donc, il y a notamment une conciliation entre ces dialogues entre juifs et non-juifs, où se mêlent des masculines. Nous rappelions que ces masculines étaient des éclairés. Donc, c'était des intellectuels de la Aufklärung, entre autres. Donc, nous avons déjà dégagé ces notions et de manière concise, nous avions tenté à les expliciter. Nous allons déjà nous intéresser au mouvement des Lumières allemandes, qui se développe de 1720 à 1785, donc la Aufklärung. Donc, elle se veut moderne, car elle se base sur trois principes distincts, à savoir la rationalité, l'autonomie et l'émancipation, puisque la communauté juive à cette époque, donc on le rappelle sous Frédéric II, est sous tutelle. Oui, alors oui, là, parfaitement, je me permets de répondre à la question qui m'a été adressée. La Haskalah se situe dans cette vague du XVIIIe siècle. Justement, des réformes éducatives ont été prônées par les Lumières qui se sont généralisées. On le voit bien, c'est un phénomène du XVIIIe siècle qui prendra essor en France, en Angleterre et en Allemagne. Donc, ce sont les foyers principaux qui réformeront, que ça soit comment dire, l'aspect du catholicisme sur les différentes réformes luthériennes, qui par la suite, les Juifs prendront justement cette brèche, si je puis dire, d'accès à la raison pour justement faire valoir leurs droits dans les nations et acquérir un statut de citoyenneté. Donc, la Haskalah naissante est persuadée d'une chose. Elle est persuadée qu'il n'y a aucune incompatibilité, excusez-moi, entre les principes de la raison et la fidélité à la loi mosaïque. C'est ainsi que Moses Mendelssohn, donc Moïse Mendelssohn, se fera la jonction entre les deux approches. Il est persuadé de concilier donc de concilier à savoir l'approche de la raison et de la tradition juive, sans pour autant impacter et délaisser un aspect par rapport à un autre. À savoir que la Aufklärung de base, donc les Lumières allemandes, se base sur la conception de l'optimum. Donc on va rappeler ce terme. L'optimum est un concept leibnizien de Leibniz, donc à savoir que pour lui, il prône la perfection de Dieu. Donc s'il y a un Dieu qui prône une perfection pure et parfaite, il ne peut, sous-entendu, y avoir aucun mal. Donc
Donc, il exclut la négativité, donc le mal à proprement parler. Et donc, de ce constat-là, les principes, donc la Aufklärung aboutira donc sur cette distinction entre mal et bien sûr, qui est repris dans la tradition juive, mais eux vont axer l'accent sur les vérités éternelles et les vérités éphémères. Donc, Moses Mendelssohn éclairera ces principes qui, pour la tradition catholique, si je puis dire, il n'y avait pas vraiment forcément d'incompatibilité entre les deux. La frontière était assez floue dans la mesure où, je le rappelle, nous savons très bien que les autorités ecclésiastiques incarnaient ce pouvoir divin, hein, ou ce monarque de droit divin. Or, pour la tradition juive, il y a vraiment comment dire, un marquage dans les stigmates entre la perfection de la morale pure, enfin le bien, et le mal, concrètement. Donc, très manichéenne. Donc, très manichéenne. Donc, dans ça, donc, on va essayer d'être concis, le plus précis pour aborder quand même ces notions qui sont assez amples. Donc, il a pu créer donc il n'a pu, donc je reviens sur l'Église, il n'a pu créer le mal, à savoir que le monde en est la cause. Donc, il rejoint l'aspect de Rousseau. Pour Rousseau, on le rappelle, ce n'est pas l'homme qui est mauvais par nature, donc ça relève de l'inné, c'est la société qui va le corrompre. Donc c'est l'aspect de la corruption de la société, donc il n'y a pas encore d'intervention divine à proprement parler, c'est issu des vérités innées que chaque être humain a. On le reverra un peu plus tard, on parle de loi naturelle. Et pour Rousseau, qui va extrapoler ce concept, on parle de religion naturelle. Donc ce sont, comme l'avons mentionné, des principes non éternels car ils sont inscrits en tout homme et pourtant ils s'approchent de cette idée de perfection. Donc selon un arbre arbitraire qui permet de donner accès aux droits des Juifs. C'est grâce à ces questionnements, très concrètement, grâce à ces questionnements entre vision éternelle, non éternelle, que suscitait la religion et les réformes éducatives protestantes dans le protestantisme, donc dans cette Prusse, que le judaïsme a pu se frayer une voie dans la modernité par cet accès aux droits en reprenant justement leur statut de victime. Je m'explique. Il y a une charte qui a été stipulée par Frédéric II qui parle de tolérance, qui donne accès à des privilégiés, donc il va émettre différentes classes dans la tolérance latente, mais il ne va pas forcément accorder le droit aux Juifs, il va justement se donner bonne conscience. Frédéric II. Donc, comment? Qui est Frédéric II? Frédéric II de Prusse. Oui, oui, Frédéric II de Prusse. Ah, de Prusse. C'est un roi alors. L'empereur, oui, l'empereur. Okay. Donc, le philosophe allemand. Donc, il va être très intéressant de voir la figure de Moses Mendelssohn par son ouverture au monde non juif, à savoir éclairé dans les différents cercles qu'il côtoie. Il fera notamment, il conjuguera et il fera la rencontre d'amitiés solides tels que le philosophe allemand Christian Wilhelm Wolff, qui bâtira sa pensée sur la doctrine leibnizienne. Donc, à savoir la perfection divine et l'existence du mal. Ainsi plaidera la cause des Juifs auprès du souverain de l'époque, à savoir Frédéric II. Donc, les Juifs, pour rappeler quand même le contexte, donc les Juifs d'Allemagne vivent dans un contexte accablé par les différents impôts et bénéficient du droit de faveur de l'empereur sous prétexte qu'ils contribuent au bien commun. Donc, sans grande surprise, Frédéric II encouragera une assimilation, notamment par la promotion sociale grâce à la conversion au catholicisme. Il proclame, donc, nous venions de l'évoquer, la tolérance religieuse, donc dans la charte stipulée en 1750. Donc la figure de proue, donc c'est dans ce contexte même que la figure de proue de la Scala, Moses Mendelssohn vouera sa vie à lutter contre l'accession aux droits aux Juifs. Brièvement, nous allons brièvement exposer son contenu biographique sans s'en appesantir. Il est né le 6 septembre 1729 à Dessau, en Allemagne. Il décédera à Berlin le 4 janvier 1786. Il est issu d'un père sophère. Il grandit notamment dans une famille pauvre. Nous avons rappelé que Frédéric II, dans le Toleranzpatent, dans la distinction des 6 catégories, donnera un privilège pour les éclairés.
donc pour Moses Mendelssohn, qui fera partie justement d'une classe privilégiée, notamment dans son accès à l'éducation. Donc, à savoir sur sa personne, ce qui nous lie avec Moses Mendelssohn, c'est qu'il souffrait de malnutrition. Il était également bossu. On comprend peut-être la relation qu'il aura en traduisant le traité de l'inégalité entre les hommes de Jean-Jacques Rousseau. Lui-même n'acceptera pas de bénéficier du privilège accordé selon les 6 catégories de juifs, selon que stipule la charte de Frédéric II. Il rejettera sa catégorie privilégiée. Donc, il se fera un nom. Il sera baptisé le Socrate de Berlin. Notamment, son œuvre majeure de 1783, La Jérusalem ou le pouvoir religieux, sera en effet un plaidoyer pour le judaïsme, à savoir qu'il suscitera de vives oppositions de la part de ses coreligionnaires, parce qu'il remettra en cause des notions fondamentales, à savoir l'ouverture à la modernité et en s'inscrivant avec des vérités qui, je le rappelle, pour l'époque étaient perçues de manière difficile à accepter concrètement. Donc nous l'avons dit. Donc, on lui enseigne principalement le Tanar et la Gemara. Il rejoindra son maître à penser, qui sera le rabbin local David Frenkel de Berlin de 1743. Il se fera remarquer très jeune grâce à son commentaire du Talmud. Et par la suite, il prendra le commentaire du Biur, à savoir, il échafaudera déjà dans sa jeunesse un commentaire, donc le Biur, le commentaire du Pentateuch, mais par la suite, il aura l'ambition de traduire la Bible en allemand. À savoir qu'aucun juif n'avait traduit la Bible en allemand, à part le non-juif Luther. Lorsqu'il traduira, il s'efforcera à prouver la véracité et à insuffler la notion du judaïsme, donc la notion de vérité, justement dans des traditions chrétiennes qui en étaient dépourvues. Donc, rappelons un point central. Donc, rappelons qu'il a reçu une double éducation, à savoir traditionnelle et également éclairée. Donc, pour l'éducation éclairée, il apprendra en autodidacte, donc il apprendra les mathématiques, la philosophie, il aura une grande maîtrise de l'œuvre du Rambam, mais également il sera un fervent défenseur du platonicisme. Il étudie des matières profanes, donc du rôle. Il enseignera notamment à un réfugié polonais du nom de Zamość le latin. Il fera la connaissance d'un médecin, Aaron Salomon Gumperz, où il l'initiera aux sciences. Donc, il apprendra de ses pairs, de ses amis. Lui, il parlera de 4 coudées du Talmud et du Midrash, c'est-à-dire la proximité entre eux et leur interpénétration. Donc, c'est à l'âge de 14 ans qu'il quitte sa ville natale pour s'installer à Berlin. Il va y perfectionner sa connaissance de la tradition hébraïque. Il fréquentera la yeshiva du rabbin, donc nous l'avions évoqué, David Frenkel. Donc, il prendra le statut de rabbin supérieur. C'est là que David Frenkel, grâce à son protégé, si je puis dire, Moses Mendelssohn, verra justement misera sur son potentiel. Il justifiera notamment différents traités du Shabbat, ce qui influencera à l'âge de 14 ans le jeune Moses Mendelssohn à conserver, quant à lui, la tradition. Donc, on peut dire que sa modernité, la modernité en tant que telle, est-ce qu'elle est valable pour le judaïsme ou pour le juif? Réellement, est-ce que les mœurs, le bouleversement de la modernité devait conduire au bouleversement des mœurs, chose qui a été faite, également au bouleversement de la politique, avec l'accès au droit, mais est-ce que la vérité, donc de l'ordre de l'éternel, a profondément bougé? Donc c'est vraiment, Moses Mendelssohn se positionnera dans ce point d'achoppement entre tradition, nous le rappelons, éternelle et de l'ordre de l'éphémère. Il essaiera de concilier l'aspect du judaïsme en l'insufflant dans cette modernité.
qui, je le rappelle, en 1750, donc 7 ans après son arrivée à Berlin, il est engagé en tant que précepteur et négociateur chez un industriel de soie. Donc, il exercera, comme nous pouvons déjà faire un rapprochement, nous avions vu que dans le Moussard en question, Salanter parlera, Rabbi Israël Salanter avait traduit l'œuvre du Reshbon Hanefesh, donc la comptabilité de l'âme. Moses Mendelssohn s'initiera, lui, à une comptabilité beaucoup plus rationnelle, donc il sera l'associé en 1754 de ce riche homme d'affaires, mais ce qui lui permettra aussi d'acquérir une forme de vertu, car il incarnera par excellence aussi cette religion naturelle. Donc le point d'achoppement de 1754, c'est sa rencontre avec son maître à penser, donc nous le rappelons, donc c'est son ami Goltod Ephraim Blessing, donc un non-juif pour lequel il vouera un respect et un profond respect mutuel. Mendelssohn lui doit ses débuts, hein, il lui doit sa notoriété publique. Il rédigera notamment une version accessible du pamphlet contre les rejets des philosophes locaux. Lessing porte Mendelssohn à son tour en grande estime, puisqu'il publiera de façon anonyme sous le titre de Conversation philosophique. Sa consécration prendra forme sous les traits d'une œuvre de Lessing, à savoir Nathan le Sage. Cette œuvre de Lessing fera référence aux vertus innées dont Mendelssohn incarne. Il sera vraiment, pour Lessing, ce sage, donc ce Aram. Il en conservera la discrétion, mais également l'érudition. En 63, donc en 1763, il remporte un prix offert par l'Académie de Berlin. Il rédigera un essai sur les applications des preuves mathématiques à la métaphysique, la question posée à l'Académie reposant sur la certitude des vérités métaphysiques. On s'aperçoit également qu'il y aura un dialogue entre, alors je le rappelle, entre une autorité à l'arrêt du XVIIIe siècle, Jacob Emden et Moses Mendelssohn, sur la notion des vérités éternelles et sur la notion des lois noahrides. Donc, on va rappeler brièvement les lois noahrides. Donc, c'est donc le salut en c'est en 1773 qu'a eu lieu cet échange. Donc, le noahrisme qui reprend 7 lois valables à toute l'humanité. Donc, ces lois-là sont, si je puis dire, la Torah des non-juifs, comme le reprend l'expression du Talmud. Donc, à savoir l'obligation d'établir des tribunaux, l'interdiction du blasphème, l'interdiction de l'idolâtrie, les unions illicites, les interdits du meurtre et du vol, les interdits du vol et l'interdiction de consommer la chair d'un animal vivant. Donc, à savoir. Donc, tout le point central va se situer sur ce débat des lois noahrides. Donc, je le mentionne, les 7 commandements constituent, à proprement parler, un corpus des lois de qualité, nous le rappelons, de lois des qualités naturelles, donc de religion naturelle. Naturelles dans le sens qu'elles font l'objet d'une révélation, comme la loi mosaïque. Elles ont été déposées dans le cœur des hommes, donc elles relèvent de l'inné et non de l'acquis. Donc pour Rambam, donc c'est à partir de Rambam, dans son Mishneh Torah, qui va distinguer 2 types d'obéissance, à savoir 2 formes d'obédience à la loi mosaïque, je le rappelle, qui reposera sur un caractère impératif de la loi quand elle est rationnelle, soit sur son caractère impérieux quand elle émane du souverain. Donc concrètement, en d'autres termes, si l'homme obéit à la loi par pure raison ou s'il obéit parce qu'il est soumis à cette loi, il en est contraint. Mendelssohn est profondément, donc nous le rappelions, platonicien, dans le sens qu'il apprend pour lui la vertu de l'homme est née des idées auxquelles il accouche de vertu, à savoir, il reprendra la maïotique de Socrate qui se situe dans cette tradition hellénistique, à savoir, je le rappelle, donc qu'est-ce que la maïotique, je le rappelle, donc c'est le fait d'accoucher des idées présentes naturellement en nous. Donc, pour faire le parallèle, donc sous le prisme de la crainte de Dieu, Salanter, pour lui, la vérité était innée. Pour Mendelssohn, ces vérités se révèlent par le prisme de la raison. Donc Mendelssohn n'ignore en rien qu'un homme, sans posséder aucune vertu, peut adopter un comportement moral, soit par mimétisme ou soit par soumission. Nous venons de l'évoquer par rapport à l'obédience de la loi. Donc, des vérités reçues n'égalent jamais des vérités conçues pour Mendelssohn. Donc, pour lui, les croyances, même naturelles,
n'équivalent pas à des certitudes. À savoir, il n'ignore pas que la réception d'une idée ne vaut guère sa perception comme Platon, naguère comme Descartes également. Descartes, pour Descartes, donc il s'opposera à la conception de Descartes dans lequel pour lui, il y a ce besoin de tout remettre, de poser un doute sur chacune des vérités. Or, pour Mendelssohn, la tradition juive, la révélation n'est pas contestable, ne peut être remise en cause. À savoir, pour Mendelssohn, il ne croit pas que la vertu s'apprend, pas plus qu'on apprendrait la vérité. Pour lui, c'est du domaine de l'inné, donc de l'acquis. Donc s'opposant à l'acquis, excusez-moi. Donc, en ce sens, il l'a démontré dans une autre œuvre qui s'appellera Phédon ou l'immortalité de l'âme. Donc, cette œuvre-là, elle axera sur le fait de remettre en cause, grâce aux arguments de la raison, donc en adoptant les codes des Lumières, en prouvant concrètement, il va prouver que le fait que l'âme résiste au corps. Or, pour Platon, le décès d'un corps conduit automatiquement au décès de l'âme. Or, pour Mendelssohn, grâce à la justification et on pourrait dire à la structure d'établissement de la raison, il va pouvoir prouver ces vérités, les vérités du judaïsme, donc des vérités éternelles. Donc, les idées morales, elles sont de l'ordre pour lui de l'intelligible, à savoir compréhensibles par la raison en tout homme. Peu importe sa capacité d'érudition ou son quotient intellectuel concrètement. Hein. C'est pour ça que la moralité vient plutôt que dans un comportement moral qui provient du discernement. Donc pour lui, la moralité que l'on discerne, donc le bien du mal, le beau du laid, ou que ça soit du juste ou de l'injuste, la moralité pour lui tient davantage dans le jugement que dans l'action. Or, nous le rappelons que chez Rabbi Israël Salanter, il devait avoir une concordance entre les pensées et l'action. La moralité, donc pour lui, que nous le rappelions brièvement, il allait plus loin que les idées kantiennes, que le rigorisme kantien, qui admettait que d'agir par rapport à sa maxime, enfin agir de par sa propre volonté, répondant à une maxime universelle. Pour lui, on va se situer à un niveau beaucoup plus élevé. Donc pour Salanter. Or, pour Mendelssohn, c'est justement cette raison. C'est cette raison qui va être à la base des vérités intérieures, je le rappelle. Donc, on va essayer quand même d'être assez concis sur cette notion. J'essaie quand même d'être le plus clair et explicite possible. Donc, nous le rappelons. Donc, ces perceptions de l'ordre de l'intelligible moral. Qu'est-ce qu'on entend? Donc, pour lui, pour Mendelssohn, il n'y a aucune différence entre les lois morales et les lois de l'intelligible. Donc, c'est-à-dire celles qui sont comprises pour l'entendement. Pour lui, concrètement, celles qui sont issues de l'entendement conduiront à la pratique. Celles qui sont issues de la raison, vu qu'elles sont innées. Or, pour Kant, il y avait même, on le voit très bien, que ce soit pour Kant ou pour Rabbi Israël Salanter, il y avait tout un procédé qui devait remonter de la raison avant de s'établir, enfin, afin de cheminer dans l'action pure. Donc, pour Mendelssohn, donc, je le rappelle, il n'y a aucune différence de nature. Il est notable de mentionner que Moïse Mendelssohn, donc, il précède Kant, dans le sens qu'il connaît la conception d'une morale strictement rationnelle. Donc, Kant, en d'autres termes, formalisera dans sa critique de la raison pratique l'intuition de l'intelligible moral, en la combinant avec l'idée rousseauiste de volonté générale. Or, ce qui est une nouveauté, c'est que Mendelssohn, tout comme Kant et comme le doigt à Maïmonide, les idées d'obéissance à la raison et en conjuguant les idées d'obéissance à la raison avec l'impératif catégorique. Nous rappelons aussi également un point beaucoup plus important. Donc, nous avons rappelé les différentes catégories de juifs qu'a émis Frédéric II. Nous avons également rappelé le Bure, donc son commentaire de 1780 qui déclenchera de vraies réactions de ses coreligionnaires, excusez-moi, parce que concrètement, il pensait avoir affaire à un deuxième Spinoza. Je m'explique. En remettant en cause ce besoin de s'inscrire dans cette modernité et ce besoin aussi de traduire donc concrètement la Bible en allemand, voudrait dire pour les autorités de l'époque germaniser la Torah. Or, pour Mendelssohn,
son but premier était justement de pouvoir comment dire, de pouvoir prendre ces Juifs écartés de la tradition, de pouvoir leur retransmettre leur héritage. Donc, un autre point aussi important en tant que figure de réformateur, nous avons évoqué la nature de sa personne en tant que telle, de ses relations amicales, mais également un second point, en tant que réformateur de l'éducation, notamment juive, il dénigra le yiddish. Pour lui, elle est perçue comme un jargon, car elle est propice concrètement à un repli communautaire. Donc, c'est notamment dans son commentaire, ce fameux commentaire, le bio, dont il reprendra et s'appuiera sur la Genèse. Il démontre l'importance de cette révélation dans les différents sens, notamment le sens littéral et le sens du drache. Pour lui, donc c'est assez intéressant de voir que la tradition et la vision de la Scala s'est rejointe au XVIIIe siècle et ensuite prendront des divergences après enfin, je veux dire, quand Mendelssohn sera plus de ce monde, donc au XIXe siècle, on l'a vu, les traditionnels, eux, se ligueront avec le chassidisme contre la Scala, donc la Scala qui sera profondément assimilée. Or, chez Mendelssohn, donc on revient au XVIIIe siècle, son but n'était pas justement de déliter la tradition, de prôner un assimilationnisme de la part des Juifs. Pour lui, c'était de concilier ces deux aspects. Concrètement, son apport, elle est empreinte de tradition allemande. Il marquera la symbiose judéo-allemande. Il sera qualifié notamment par Mirabeau comme le seul à avoir retranscrit dans un allemand le plus pur possible et avec une grande clarté à l'époque, d'avoir restitué des valeurs universelles qu'aucun de ses prédécesseurs, juifs ou non juifs, ne l'avait fait. Donc, c'est ce qui lui vaudra notamment le qualificatif de s'inscrire dans la grande chaîne de transmission entre le Moïse biblique et le Moïse de Cordoue. Donc nous le rappelons. Donc la querelle qui a fait rage entre Moses Mendelssohn et Jacob Emden concernant les lois noahiques, pareillement. Kant fondera aussi son impératif catégorique sur le consensus universel, à savoir agir de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse être érigée en loi universelle. Donc Mendelssohn reprendra ce fondement kantien, car petite anecdote suivante, à Königsberg, lorsqu'il fera son voyage, notamment dans un séminaire tenu par Kant, il subira des railleries des étudiants allemands. Lui se distinguera peut-être paradoxalement par sa discrétion, se mettra au fond de la salle, écoutant avec vif intérêt le cours de Kant. Kant présentera justement que c'est la sommité de l'érudition allemande. Il est vraiment le renouveau et le visage d'une Allemagne éclairée, qu'elle soit juive ou non juive. Je reprends les termes de Dominique Bourrel. On ne peut pas passer à côté de cette figure et des questions qui ont été posées, notamment Kant le mentionnera dans son introduction, dans une de ses introductions, comme quoi Mendelssohn pose des questions sur ces réformes et de concilier l'aspect de la religion qui sont valables également pour le monde juif et non juif. Donc, en conclusion, donc on va essayer d'être concis avec le temps imparti. Donc, pour conclure, la figure de pro de Moses Mendelssohn connaîtra pas de postérité dans la mesure où il aura 10 enfants. Il aura notamment 2 seront décédés en bas âge à la naissance. Et donc, 6 de ses enfants se convertiront, notamment le compositeur Félix Mendelssohn. Seulement 2 conserveront la tradition. Donc 5 minutes, je conclue. Donc, c'est intéressant de mentionner qu'on n'aurait pas pu prévoir, enfin, on aurait pu prévoir très concrètement, mais est-ce qu'on aurait pu lui tenir rigueur à Moses Mendelssohn d'avoir conduit ces Juifs dans l'assimilation? Je ne pense pas, car son ambition était telle
qu'il a voulu rallier ces deux aspects entre tradition et modernité. Il a su tant bien que mal concilier ces deux approches. Justement, lui, son objectif, c'était de rallier ces juifs qui s'écartaient de la tradition. On l'a vu, on le voit au XIXe siècle, ça n'a fait qu'empirer avec notamment les dérives de mouvements sectaires du chassidisme et d'autres mouvements par la suite que nous verrons dans un cours ultérieur. Je voulais conclure donc ce cours là-dessus. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce cours-là. Je reprendrai dans un cours ultérieur. Merci de votre attention.